professeur à la faculté de droit de l'Université McGill. C'est toujours un plaisir immense pour moi de venir de l'autre côté de la montagne et être avec mes collègues ici à l'Université de Montréal, surtout le CRDP qui a été à l'avant-garde de la discussion qu'on va mener aujourd'hui, notamment sur droit et technologie et communication, technologie de communication. Écoutez, je vous avoue que la première fois que j'ai entendu parler de ce thématique, ça m'avait laissé un peu froid parce que je me suis dit c'est pour les gadgeteux, c'est pour les gens qui ont un certain intérêt pour la nouveauté, sauf que des collègues ici à l'Université de Montréal, comme Pierre Trudel, comme Yann Mackay et d'autres, m'ont appris avec le temps qu'il ne s'agit pas tellement d'étudier la technologie en soi, mais en fait la transformation du droit. Et la transformation du droit à partir de ces rapports avec la technologie. J'ai toujours eu un peu de misère avec l'idée de droit et, le droit et technologie, le droit et société, la façon dans laquelle le droit se transforme par la technologie m'intéresse beaucoup et je pense qu'on est en train de vivre une révolution à cet égard que le CRDP étudie depuis longtemps. Ce matin, nous avons droit à 4 interventions, je pense, qui seront fascinantes. Je pense qu'on a décidé de commencer avec la relève, c'est-à-dire les collègues en devenir qui sont Cléa Yavaronet-Turcotte et Florian Martin-Barito. Ils vont lancer la discussion, Cléa, avec l'exemple d'un cybertribunal. Et Florian va certainement nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. .bit. Très clair. Et ensuite, ça serait... on n'a pas déterminé l'ordre, mais Nicolas, tu serais d'accord d'être troisième, et ensuite, mon collègue Pierre-Emmanuel Moïse. Ils ont 12 minutes à peu près, les 4, et ensuite on aura un temps pour la discussion. Donc, c'est Cléa qui lance la discussion. Comment on grossit? J'ai un problème. Ça permet de voir tout le reste. Ah, ok. Non, mais j'ai rien. Si tu veux... Pour changer, c'est la même chose, c'est que tu vois la prochaine, puis tu as ton chronomètre. Comme ça, tu le fais en 12 minutes. Et Richard n'a pas besoin de se fâcher. Désolée. Alors, bonjour. Merci d'être venu. Merci de vous être déplacé. Alors, ma présentation aujourd'hui, elle part d'une idée. Et cette idée-là, c'est celle de placer le citoyen au cœur du système de justice civile. Donc ici, je dis citoyen, là où d'autres peuvent dire justiciable, usager, personne ou encore public. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on parle ici du profane en droit. Donc, cette idée-là, moi, pour faire court, j'ai décidé de l'appeler l'idée de recentrage. Qu'est-ce que c'est essentiellement cette idée? Eh bien, c'est une invitation. Une invitation à concevoir un système de justice civile qui soit vraiment axé sur l'usager, donc véritablement conçu pour lui. Donc, en d'autres termes, plaider pour un recentrage, c'est prôner l'avènement d'une autre justice, d'une justice qui soit vraiment tournée vers ceux pour qui elle est destinée, en fait, qui sont les citoyens. Maintenant, la question que je me pose dans le cadre de ma thèse, c'est, et que je
que je vous soumets aujourd'hui, c'est celle de savoir concrètement qu'est-ce que ça veut dire de placer le citoyen au cœur du système. Donc, comment on y parvient? Est-ce qu'on peut y parvenir? Donc, plus précisément, en fait, dans le cadre de ma thèse, je cherche à savoir si cette idée de recentrage, c'est simplement un discours, donc un discours au sens de belles paroles, mais sans portée réelle, sans portée pratique, ou si, au contraire, on peut y voir une idée qui est suffisamment précise ou suffisamment incarnée pour être posée en objectif. Donc, un objectif, par exemple, qui pourrait servir ensuite de guide ou de moteur d'une réforme éventuelle du système. Donc, évidemment, je ne chercherai pas à répondre à cette question-là en 10 minutes. C'est quand même la question qui guide l'entièreté de ma thèse. Plutôt, j'ai choisi de m'intéresser à un aspect en particulier qui, selon plusieurs, constitue en fait une partie de la réponse. C'est-à-dire que, selon de nombreux tenants d'un recentrage, eh bien, l'idée d'une justice civile qui est tournée vers le citoyen, elle devient envisageable ou elle devient réaliste même lorsqu'on considère l'avènement d'un cybertribunal. C'est de ça dont je vais parler. Donc, qu'est-ce que c'est un cybertribunal? Alors, c'est une notion qui est utilisée couramment aujourd'hui, pourtant son sens précis, lui, ne fait pas consensus. Néanmoins, mais c'est un concept qui est généralement compris, qui implique généralement des degrés divers, l'informatisation de la procédure judiciaire. Et moi, la définition que je retiens, c'est celle du professeur Thomas Schultz, qui va comme suit. Alors, il nous dit « Cyber courts are national courts that provide dispute resolution services, both litigation and court-based ADR, using electronic communications. » Donc, j'aime bien cette définition parce qu'elle a l'avantage d'inclure autant la mise en ligne des procédures judiciaires classiques que celle des modes alternatifs de règlement des conflits, donc les fameux MARC. Donc, en théorie, le cybertribunal, il existe depuis de nombreuses années. Je veux dire par là qu'au regard de la documentation, mais c'est un concept qui n'est pas comme tel une nouveauté. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques années, on assiste un peu au passage de la théorie à la pratique. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'exemples concrets, bien réels de cybertribunaux qui font leur apparition un peu partout à travers le monde. Donc là, ici, en fait, plutôt que de me livrer à une énumération de ces exemples concrets, j'ai pensé qu'il serait plus intéressant de m'attarder à un exemple. Donc, je vais parler plus longuement du Civil Resolution Tribunal de Colombie-Britannique. Donc, la Colombie-Britannique, elle a adopté en 2012 une loi qui s'intitule Civil Resolution Tribunal Act. Et par cette loi-là, on institue une nouvelle instance judiciaire qui est le Civil Resolution Tribunal, ou CRT. Et ce faisant, la Colombie-Britannique est devenue la première province canadienne à se doter sur papier d'un cybertribunal. Et ici, je dis sur papier parce que ce tribunal-là n'est pas encore opérationnel. En fait, son ouverture officielle est prévue en 2016. Donc, l'objectif derrière le CRT, c'est d'accroître l'accès à la justice pour, en fait, je reprends, c'est d'utiliser à la fois la technologie et les modes alternatifs de règlement des conflits pour accroître l'accès à la justice des personnes qui se trouvent dans deux situations, en fait, qui sont aux prises avec deux types de conflits. D'une part, des litiges en matière de copropriété et d'autre part, des différends qui impliquent des petites créances. Et je note qu'en Colombie-Britannique, petite créance, ça veut dire 25 000 $ et moins quand même. Donc, au moment de l'adoption de la loi en 2012, on voulait faire du CRT un tribunal auquel les gens pourraient avoir recours sur une base essentiellement volontaire. Donc, dans sa première mouture, c'était un tribunal qui était saisi seulement si les deux parties donnaient leur consentement, sauf exception. Maintenant, en 2015, on a passé un amendement à la loi et en vertu de la nouvelle loi, à partir de 2017, il va devenir obligatoire de saisir le CRT pour les petites créances de moins de 10 000 $. Et c'est devenu obligatoire également pour certains litiges de copropriété qu'on qualifie de mineurs. Donc, pourquoi le CRT? J'ai mentionné que le gouvernement de Colombie-Britannique justifie la mise en place de cette instance-là essentiellement, en fait, par la nécessité de rendre la justice plus accessible. Maintenant, par l'instauration de ce cybertribunal, on souhaite également placer le citoyen au cœur du système. Donc, l'idée de recentrage dont je parlais au début, elle est au cœur même de cette nouvelle instance et c'est la raison pour laquelle, en fait, j'en parle aujourd'hui.
le fait que le CRT soit axé sur les citoyens, ça, la présidente du tribunal, Mme Shannon Salter, elle l'a rappelé il y a quelques semaines alors qu'elle donnait une conférence ici à Montréal. Donc, à l'occasion de sa présentation, Mme Salter, elle est venue dire que derrière la création de ce tribunal se trouve l'idée de donner la priorité au public. Et on trouve confirmation de ça si on s'intéresse, en fait, si on va lire le site web du tribunal, site web où on trouve de nombreuses affirmations de l'idée de recentrage. Donc, j'en ai reproduit 3 sur ma diapositive, mais sachez que le site en regorge de noms. Donc, concrètement, maintenant, en quoi exactement est-ce que le CRT place le citoyen au cœur du système et surtout, est-ce qu'il le fait vraiment? Donc, pour le déterminer, il faut s'intéresser à la procédure, et c'est ce que je vais faire maintenant. Je note que je vais concentrer l'essentiel de mes commentaires sur la première étape, passer très rapidement sur les 3 autres étant donné le temps qui m'est imparti. Donc, première étape, c'est un site web. Un site web que les concepteurs du CRT ont baptisé le Solution Explorer. Donc, qu'est-ce que c'est en fait? C'est la porte d'entrée du tribunal. C'est un portail électronique auquel quiconque peut avoir accès gratuitement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour ça, il suffit d'avoir un ordinateur ou un appareil mobile qui est doté d'une connexion Internet. Donc ici, je dis quiconque parce que le Solution Explorer n'est pas seulement fait pour les justiciables qui souhaitent saisir le tribunal. En fait, ce qu'on avait en tête, c'est de donner une certaine quantité d'informations, de ressources au grand public en matière de prévention et de règlement des différends. Donc, pour les tenants d'un recadrage de la justice autour de la personne du citoyen, il faut savoir que la façon dont une personne entre dans le système, son premier contact avec ce système-là, ça vient nous dire si c'est un système qui est véritablement axé, oui ou non, sur l'usager. Et ça, bien, les concepteurs du CRT l'ont compris. Et ce qu'ils sont venus faire, c'est de dématérialiser le point d'accès à la Cour. Donc, le citoyen n'a plus à se déplacer au palais de justice parce qu'il va y accéder à distance. Donc, si vous voulez, c'est un peu le palais qui vient à lui. Non seulement il y accède à distance, mais il le fait au moment qui lui convient le mieux. Donc, on a ici un premier exemple d'une conception qui est vraiment pensée pour le justiciable. On comprend également en quoi cet outil-là est pensé pour l'usager quand on s'attarde à ses fonctions spécifiques, et c'est ce dont je vais parler. Donc, elles sont au nombre de 4, elles sont schématisées sur la diapo. Je vais les passer en revue rapidement. Donc, première fonction, c'est le diagnostic. En fait, le Solution Explorer, c'est d'abord un outil interactif qui est conçu pour aider l'usager à identifier le type de problème avec lequel il est aux prises. Donc, pour ça, on mise sur un questionnaire que l'on dit intelligent. Donc, comment ça fonctionne? C'est que le citoyen vient répondre à une série de questions, mais une par une. Et c'est la réponse à la première question qui va venir déterminer les questions qui vont lui être posées par la suite. Deuxième fonction, information. Donc, une fois que le problème est identifié, ce qu'on vient faire, c'est fournir à l'usager une information juridique qui est non seulement précise, mais qui est aussi et surtout sur mesure, donc qui s'adapte à sa situation. Ici, l'idée, c'est d'éviter aux citoyens d'avoir à départager l'utile du superflu à travers une montagne d'informations juridiques qui est bien souvent dispersée à travers de nombreuses sources. Troisième fonction, self-help, donc auto-assistance en français. Alors, toujours, tout dépendant du problème identifié, l'idée ici, c'est de proposer à l'usager des options de type « do it yourself ». Donc là, le mot-clé à retenir, c'est vraiment « habilitation » ou « empowerment ». On veut donner aux gens les outils qui vont leur permettre de prendre en main le règlement de leurs différends. En fait, on souhaite les amener à régler eux-mêmes leurs litiges, mais à tout le moins à commencer à les gérer, ces litiges-là, les gérer seuls et les gérer le plus tôt possible, surtout. Finalement, quatrième fonction, triage et aiguillage. Donc, advenant que le litige ne soit pas réglé à travers cet outil-là, et on se doute bien que ça va être le cas dans de nombreuses situations, eh bien, ce que le système fait, c'est d'identifier la prochaine étape utile, la prochaine étape recommandée, et de diriger le justiciable vers cette prochaine étape. Et dans la plupart des cas, cette deuxième étape, ça va être celle de la négociation en ligne. Donc ici, essentiellement, on invite les parties plutôt, à négocier en ligne en s'échangeant des messages par le truchement de la plateforme électronique qui est intégrée à même le site web du tribunal.
maintenant que les parties ne s'entendent pas à l'étape de la négociation en ligne, on passe à l'étape suivante qui est celle de la gestion du dossier qu'on appelle également l'étape de facilitation. Donc là, ici, en fait, ça ressemble à une médiation. Il y a un gestionnaire du dossier qu'on appelle Case Manager qui va intervenir pour aider les parties à solutionner leur litige. Si les parties parviennent et qu'elles ont une entente, bien, cette entente-là va pouvoir être entérinée et exécutée par le tribunal. Si ce n'est pas le cas, le gestionnaire du dossier a également comme tâche de préparer les parties à la 4e et dernière étape, qui est celle de la prise de décision, donc la phase adjudicative. Ici, ce qui arrive, c'est que le dossier est transféré à un membre du tribunal qui, soit dit en passant, est un avocat expert dans le domaine en cause, donc soit la copropriété ou encore les petites créances. Et puis là, en ligne, donc par écrit, le membre du tribunal va prendre connaissance du dossier, donc à la fois la preuve et les échanges des parties, et va rendre une décision qui va venir lier les parties. Donc, en terminant, on estime la durée totale de ce processus-là à 60 jours quand même. Et on nous dit que le coût estimé va être égal ou inférieur aux frais d'introduction d'une instance à la Cour des petites créances. Et ici, je dis inférieur parce qu'en fait, ce sont des frais qui s'étalent à travers les différentes étapes, en commençant avec l'étape de négociation. Donc, à chaque nouvelle étape, de nouveaux frais s'appliquent. Ce qui veut dire aussi qu'un justiciable qui règle à la 2e, la 3e étape va payer moins que celui qui se rend jusqu'en phase adjudicative et donc qui aura mis en branle tout le processus. Donc, évidemment, il y a vraiment d'autres choses à dire, mais je me suis dit que je garderai le reste pour la période de questions, étant donné le temps qui m'était imparti. Donc, merci pour votre attention. Donc, bonjour à tous. Bon matin. Avec cette conférence au titre plutôt énigmatique, comme vous le releviez, donc DATBIT, je voulais profiter en fait de ces 10 minutes pour parler de droit, de changement et de gouvernance, mais dans les technologies, à une époque de décentralisation des pouvoirs dans le cyberespace, et pas simplement par rapport aux États, mais également par rapport aux acteurs historiques du cyberespace et de l'Internet. Point bit, parce que je ne voulais pas mettre de titre en anglais, et le français aurait été encore plus énigmatique. Chaîne de blocs. À l'origine, la présentation se voulait plutôt tourner vers les nouveaux noms de domaine décentralisés, comme le .bit, comme le .onion, etc. J'ai élargi le sujet, et ce matin, je voulais vous parler plutôt du blockchain et du droit. Et dans la lignée des State of, ma conférence aurait pu plutôt même être appelée l'état de la Lex Cryptographia. Alors ce n'est pas mon sujet de thèse, mais c'est un sujet sur lequel je travaille à côté qui partage l'approche de ma thèse, l'approche fonctionnelle du droit. Et c'est aussi une problématique sur laquelle j'ai eu l'occasion de travailler dans le cadre de ma fellowship à Rio. Donc hier, on parlait de gouvernance, de réseau. On va encore en parler ce matin au sujet de la décentralisation. Premier préliminaire, donc on parle de droit et technique, de droit de la technique, et j'ai ce petit côté schizophrène à la fois de personnes de la technique, certains d'ailleurs me connaissent plus pour ça que pour mes travaux, et aussi de juristes qui s'intéressent à ces problématiques. Et je pense que beaucoup de choses peuvent être faites, beaucoup de solutions peuvent être apportées en faisant preuve d'un peu de créativité dans le droit. Ce qui est d'ailleurs ce qui était la signature des 50 ans du CRDP en 2012. Parfois, en retournant au bon vieux droit, on peut résoudre les problèmes les plus improbables posés par les technologies, notamment par une approche fonctionnelle. En une minute, qu'est-ce que c'est que le blockchain? Le blockchain, vous en avez entendu tous parler plus sous un autre nom, c'est la technologie qui fait tourner Bitcoin, dont on parle tous les jours dans la presse. Le blockchain, c'est une base de données qui est distribuée, c'est-à-dire décentralisée chez tous les acteurs, tous les utilisateurs en ont une copie, on n'a pas besoin d'intermédiaires pour accéder à l'information. Et dans le réseau, vous avez des opérateurs, les miners, qui s'occupent de tenir à jour
cette chaîne de blocs qui les fusionne entre eux, qui fusionne donc des blocs d'informations qui contiennent des informations de transaction, d'où le nom de chaîne de blocs, blockchain, et qui s'assure également de l'intégrité du tout. On estime que c'est une solution qui est très transparente et très sécuritaire, et sa sécurité repose sur la théorie des 51%, c'est-à-dire que vous ne pouvez modifier une information dans cette base de données que si vous arrivez à récupérer plus de 51% du contrôle du mining du dossier. Terminé pour la technique. Donc, le droit et le blockchain. Aussi, on oublie le droit à l'oubli, dont on parle beaucoup en ce moment avec le blockchain. Tout ce qui est inscrit pour une fois dans le blockchain l'est pas mal pour toujours, sauf si vous obtenez 51% de la technologie. On en parle beaucoup avec le Bitcoin, mais le blockchain, ce n'est pas que le Bitcoin, et inversement. Beaucoup de personnes, d'ailleurs, ça a commencé en 1997, y ont travaillé pour les contrats et en matière de résolution de conflits. Je ne vais pas m'appesantir sur ça. Rika est en train d'écrire un merveilleux article sur la question, sur les smart contracts et smart properties qui sont propulsés justement par ce blockchain, où vous inscrivez dans des algorithmes l'intégralité de vos clauses et les résolutions et les règles de résolution de conflits également. Ce matin, néanmoins, pour faciliter, je vais plutôt me concentrer sur le Bitcoin et des illustrations pour regarder les enjeux juridiques de cette nouvelle technologie et savoir ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut régler ces enjeux. Les États veulent absolument réguler le Bitcoin et le blockchain, notamment car cette technologie est associée au Deep Web, au Darknet, à certaines activités considérées illégales. Et d'une manière plus générale, ces derniers temps, nous avons les États, certains notamment un peu plus au sud, qui se battent contre la prise d'indépendance des utilisateurs sur Internet et l'utilisation de plus en plus courante de la cryptographie. Mais ce n'est pas, à mon sens, la technologie qui est le problème. Ce qui peut poser problème, par contre, et le fait que la technologie soit non problème, on pourra en discuter plus en avant pendant la période de questions, mais ce qui est vraiment le problème, à mon sens, ça peut être les usages qu'on fait de telle ou telle technologie. On ne peut pas réguler les technologies. Pour tout vous dire, le blockchain a été conçu sur des bases relativement anarchistes. On ne peut pas le réguler, on ne peut pas le modifier. Ça ne sert à rien d'essayer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que certains, après avoir parlé de Lex Informatica et de Lex Electronica, et on en a beaucoup parlé ici, aujourd'hui, le terme qui est utilisé, c'est la Lex Cryptographia. Le terme est apparu pour la première fois en 2013, et le premier véritable papier académique juridico-politique sera publié dans les premières semaines, justement, sur cette idée de Lex Cryptographia. C'est l'algorithme qui contrôle l'usage. Alors, il est vrai, il faut l'admettre et s'en faire une raison. Mais il ne faut pas non plus séparer la technologie de l'usage qu'il en est fait. Il faut savoir prendre un peu de recul. Il ne faut pas condamner la technologie, par exemple le couteau. Ce n'est pas parce qu'on peut tuer avec qu'on va condamner le couteau. Néanmoins, on peut condamner l'acte de tuer avec ce couteau. C'est exactement la même chose avec le blockchain, avec les bitcoins. On peut réguler l'usage, ce qui ne veut pas non plus dire des lois nouvelles. Cela veut juste dire faire preuve de créativité, de recul envers le droit existant. Et pour ça, je vais vous prendre ce matin 2 exemples principaux. Les questions de TVA et la question aussi de la protection du consommateur. C'est une question qui m'avait été posée par mes étudiants. Alors, on a parlé beaucoup de Bitcoin comme un moyen d'échapper aux contributions sociales, aux taxes. C'était l'une des principales critiques des États. Et d'une part, cela est faux, et en effet, cela serait illégal. Et Bitcoin, certes, a été fait pour se substituer aux États, pour se substituer aux établissements financiers, mais ce n'est pas pour ça que le droit fiscal doit l'ignorer. Et l'ensemble de l'économie Bitcoin peut être appréhendé par le droit par une simple approche fonctionnelle, pour peu qu'on adopte une approche fonctionnelle des règles en matière de régulation fiscale et monétaire. Il faut reconnaître le Bitcoin pour ce qu'il est.
ça pourra faire l'objet de débats, mais le Bitcoin, c'est une monnaie virtuelle. Mais aussi virtuelle qu'elle est, le Bitcoin, ça reste un moyen de paiement. Un moyen de paiement, si on le reconnaît comme tel, selon le principe de l'équivalence fonctionnelle, on va pouvoir lui faire appliquer exactement les mêmes règles que les monnaies traditionnelles, les mêmes règles que le dollar canadien, les mêmes règles que l'euro. C'est rien de très compliqué, c'est juste s'ouvrir et reconnaître que le droit n'avait peut-être pas prévu cette solution, mais le droit est capable de s'adapter à ces solutions. Je ne suis pas le seul à le dire, c'est la Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt extrêmement récent du 22 octobre dernier, vient exactement de dire la même chose. Elle vient de réécrire fonctionnellement l'article 135.1e, bienvenue en droit fiscal, de la directive sur la TVA. Donc le TVA équivalent dans l'Union européenne de TPS-TVQ au Canada. Elle vient de réécrire cet article pour dire que les bitcoins, dans la base, ça avait exactement la même fonction, la même finalité que tout autre système de paiement. À ce titre, il fallait lui appliquer toutes les règles, certes les obligations, mais aussi les exemptions fiscales des autres moyens de paiement, et notamment en matière d'échange de devises. La question était, quand vous achetez des bitcoins en euros ou quand vous convertissez les bitcoins en euros, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est taxable? Est-ce que c'est pas taxable? La Cour de justice de l'Union européenne nous indique qu'il s'agit là, d'un point de vue fonctionnel, d'un échange de devises comme un autre, les échanges de devises étant exonérés de la TVA sur le territoire de l'Union. L'échange bitcoin-euro doit être exonéré de TVA au titre de l'article 135.1e en droit de l'Union européenne. Et au Canada, on a une solution relativement similaire. L'agence, l'ARC, a adopté une position similaire, bien que la qualification juridique soit plus ambiguë. Et vous avez deux positions fiscales, IT 490 et IT 479R, qui vous indiquent justement que les paiements réalisés en Bitcoin sont des paiements qui sont taxables, comme tout autre paiement, que vous devez donc les déclarer. Si vous êtes une entreprise et que vous recevez des fonds en Bitcoin, vous devez les déclarer à l'ARC, vous devez les intégrer dans votre déclaration trimestrielle de TPS-TVQ. De même, si, pour ceux qui sont dans la salle et qui en ont, ceux qui ont des fonds importants en Bitcoin, vous êtes censés les déclarer à l'ARC selon ce que vous en faites, selon les mêmes règles qui valent pour le dollar canadien ou pour le dollar américain, etc. Je disais qualification juridique plus ambiguë, puisque pour le moment, à défaut de réinterpréter les textes, l'ARC estime que les bitcoins sont un élément qui rentre en compte dans un échange commercial, assimilable plus ou moins au troc, et c'est à ce titre-là qu'elle vient appliquer son pouvoir fiscal à toutes ces transactions. Donc vous voyez, deux exemples, un européen, un canadien, et souvent on met en opposition les deux côtés de l'Atlantique. Cette fois-ci, non, les deux se rejoignent. Ensuite, un exemple en matière de protection du consommateur. Très rapidement, plusieurs m'ont posé la question, parce qu'on regarde la LPC, est-ce que accepter des paiements en Bitcoin serait légal en droit québécois? Pourquoi? Parce que la loi sur la protection du consommateur interdit à tout vendeur de recevoir un paiement immédiat avant l'exécution de son obligation principale, et dans certains cas, il va devoir rembourser le consommateur. Or, le Bitcoin, sa base, c'est que tout paiement est immédiat et irréversible. À première vue, ce serait contraire à la LPC. Et là, dans l'autre sens, au lieu de devoir adapter le droit, c'est les communautés qui se sont adaptées. Sur la même base que la LPC, sans aucune obligation juridique, les communautés ont créé des tiers de confiance. C'est-à-dire que si vous payez, y compris sur Silk Road, qui n'est pas vraiment connu pour respecter la loi, vous ne payez jamais votre vendeur. Vous payez un tiers de confiance qui s'assure que la transaction a bien lieu selon toutes les règles énoncées au contrat, qui ensuite va payer le vendeur ou retourner l'argent à l'acheteur. Sur le même système des cartes de crédit qui vous permettent donc de payer en ligne, dans le respect de la LPC
et c'est la société de carte de crédit qui va ensuite faire les opérations de rétrofacturation. Donc, 2 exemples ce matin pour vous montrer qu'il ne faut pas nécessairement avoir peur de la technologie et que le droit peut très bien s'adapter à la technologie, ou que la technologie est capable de respecter le droit. Tout simplement, c'est la force des communautés et des tiers de confiance, et la confiance du consommateur en ligne dans les univers légaux ou illégaux est la même. Je vous remercie. Florian et moi enseignons aux mêmes étudiants et pour une raison quelconque que j'ignorais jusqu'à il y a quelques minutes, leur travail sur Bitcoin était vraiment bien réussi. Là, je viens de comprendre. Alors, bonjour à tous. Ma présentation va être quelque peu différente de celle des 2 précédents panélistes parce que, en fait, mon directeur m'a passé une commande, en quelque sorte, demandé de me pencher sur les travaux du laboratoire de cyberjustice auquel je suis associé et de voir où ces travaux allaient se situer d'ici les 5 prochaines années, puisqu'on ce type d'événement, ce type d'activité, c'est une façon de voir ce qu'a fait le regroupement jusqu'à présent, mais également de se projeter dans le futur et de voir où sera le regroupement droit, changement et gouvernance. J'ai encore la déformation. Dans mon temps, quand j'étais jeune, c'était regroupement, droit et changement. Donc, où sera ce regroupement dans 5 ans? Donc, ma présentation, futur de la cyberjustice au Québec. Qu'est-ce que la cyberjustice pour ceux et celles d'entre vous qui ne sont pas familiers avec le concept? Bien, c'est simplement l'utilisation des technologies de l'information par le milieu de la justice. Donc, les cybercours auxquels faisait référence Cléa. Je n'aime pas utiliser l'expression cybertribunal parce que c'est une marque de commerce qui a été utilisée dans les années 90, ici même à l'Université de Montréal, au Centre de recherche en droit public. C'est l'un des premiers projets de règlement en ligne des litiges qui avait été développé, qui impliquait des chercheurs qui, on ne sait pas vraiment où ils sont rendus, des gens comme Pierre-Emmanuel Moïse, Vincent Gautret, donc des gens qui ont probablement une carrière intéressante par la suite, mais on ne sait pas exactement ce qui s'est produit. Donc, vous aurez compris que je blague. Tout ça pour dire, bref, que ces cybercours, ces cybertribunaux, donc ces institutions s'inscrivent dans cette mouvance qui est une mouvance vers la cyberjustice, mais le phénomène cyberjustice est plus large que celui-ci. Donc, rapidement, où s'en va la cyberjustice? Bien, d'abord, au niveau législatif, on voit qu'il y a une ouverture pour la première fois qui est vraiment claire au niveau du législateur, une décision, une ouverture de la part plutôt du législateur québécois. Avec l'adoption, comme vous le savez, on a un nouveau code de procédure civile qui, si l'on croit les propos de la ministre de la Justice, entrera en vigueur dans les prochains mois, donc dans les premières semaines de 2016. Et ce code nous propose un nouvel article, l'article 26, qui impose de privilégier l'utilisation de tout moyen technologique approprié dans le cadre du processus judiciaire, donc pour la présentation de la preuve notamment, mais tout au long du processus. Donc, on encourage très fortement le recours à la cyberjustice, le recours à la technologie dans le cadre du processus judiciaire. Évidemment, énorme bémol à porter à cette proposition, ou même à cette obligation de privilégier l'utilisation des moyens technologiques. Vous le voyez, toutefois, on doit tenir compte de l'environnement technologique qui soutient l'activité des tribunaux. Or, l'environnement technologique qui soutient l'activité des tribunaux, au jour où on se parle, c'est Windows 2000. La plupart des juges, leur ordinateur, en fait, lorsqu'un juge est nommé à la Cour, on achète un nouvel ordinateur qu'on va donner au fonctionnaire le moins bien payé au ministère de la Justice pour pouvoir prendre son ordinateur à lui et le remettre au juge pour que le juge puisse opérer les différentes applications logicielles qui sont mises à sa disposition dans le cadre de ses tâches. Donc, on comprendra que l'environnement technologique qui soutient l'activité des tribunaux est quelque peu en retard et que cela nécessitera donc un investissement assez important de la part du ministère de la Justice
Et je n'ai pas besoin de vous expliquer que présentement, un tel investissement est simplement inimaginable quand on considère que les gens du ministère de la Justice, présentement, doivent prendre l'autobus pour se déplacer entre leur bureau et le palais de justice. L'utilisation de sa propre voiture ou du taxi est interdite parce qu'on n'a pas les moyens simplement pour rembourser le tout. Donc, difficile de voir une évolution au niveau des tribunaux dans les prochains mois, les prochaines années. Heureusement, si l'on va plutôt vers les tribunaux administratifs, là, il y a des développements intéressants. Développements intéressants, par exemple, au niveau de la Commission des lésions professionnelles, qui, déjà depuis quelques années, a développé une application de présentation électronique de la preuve et des différents documents de doctrine ou de jurisprudence qui seraient présentés lors d'une audience. Et donc, toute la preuve est présentée, tous les écrits sont présentés en format électronique. Et donc, on a écarté le papier. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune feuille de papier dans une salle d'audience, mais bien que l'on favorise l'utilisation du médium électronique. Et d'ailleurs, on voit que les gens qui commencent leur cause avec des feuilles de papier, normalement, vont la terminer en n'utilisant que le médium électronique, parce que c'est beaucoup plus facile d'échanger entre les parties. Comme vous le savez peut-être, la Commission des lésions professionnelles fait partie, en vertu du projet de loi 42 qui a été déposé plus tôt cette année, d'un remaniement au niveau des tribunaux administratifs et donc fera partie du nouveau tribunal administratif du travail ou le TAT, qui n'est pas l'acronyme le plus génial, mais donc le TAT, si tout va tel que me l'ont dit mes contacts au niveau de la CLP, va plutôt migrer vers les applications déjà développées, déjà utilisées par la CLP. Et donc, ce nouveau tribunal partira sur des assises de tribunal non pas sans papier, mais avec une présence plus limitée de papier. Et donc, évolution dans ce sens-là, et évolution vers, on le prédit, un tribunal réellement sans papier dans les années qui suivent. Si les tribunaux administratifs prennent de l'avance, ici, c'est le cas également ailleurs au pays. Bon, Cléa nous a parlé tout à l'heure du Civil Resolution Tribunal en Colombie-Britannique, mais ce n'est pas la seule innovation de cyberjustice au pays qui s'en vient. Récemment, donc cet été, le ministère du procureur général de l'Ontario a communiqué un avis de consultation pour l'adoption d'un système en ligne de sanctions administratives pécuniaires pour les infractions aux lois provinciales et aux règlements municipaux de l'Ontario. Concrètement, de quoi s'agit-il? Bien, c'est l'utilisation de plateformes de règlement en ligne des litiges, un peu comme ce qui avait été présenté par Cléa il y a quelques instants, pour des infractions municipales, par exemple, une contravention au niveau d'un stationnement. Et donc, plutôt que de se présenter devant le tribunal pour payer sa contravention, bien, le tout serait fait par le biais d'une plateforme de règlement en ligne des litiges. Et pour ça, d'ailleurs, le laboratoire de cyberjustice, donc le CRDP, le regroupement, collabore avec le gouvernement ontarien pour mettre en place cette application en utilisant les technologies de ERADA que nous avons développées ici à l'université. Si les tribunaux administratifs sont particulièrement intéressants, les tribunaux municipaux le sont également. Nous travaillons de très près avec la Ville de Québec. La Cour municipale de la Ville de Québec s'est donné comme mission d'être le premier réel tribunal sans papier au Québec d'ici 2017. Donc, leur projet de e-cour ou de e-cour, je crois qu'il on va prononcer le E en anglais, c'est un peu plus branché, semble-t-il. Donc, le projet de e-cours auquel on contribue ici, encore une fois, au sein du regroupement, vise à, encore une fois, éliminer le papier de tout le processus. Donc, on va plus loin que la CLP, on va plus loin que les autres tribunaux administratifs, que les tribunaux administratifs, devrais-je dire, qui incorporent la présentation de la preuve, mais ici, c'est tout le processus qui sera numérique.
Et donc, du moment où on obtient une contravention, par exemple, au moment où le jugement est prononcé, toute la chaîne d'information sera faite de façon numérique. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on interdit le papier. Il y aura toujours la possibilité de demander d'avoir accès à du papier. Donc, de parler d'une cour sans papier, c'est probablement un abus de langage. J'aime bien l'expression qui est proposée par le juge André Véry, qui est paper on demand. Donc, c'est du papier sur demande plutôt que d'être l'informatique qui est sur demande. Donc, changement de conception. Le rôle du laboratoire de cyberjustice dans tout ça, où allons-nous? Bien d'abord, donc, on collabore avec ces différents organismes, principalement avec la Cour municipale de Québec, pour mettre en place ces fonctionnalités. On travaille et on continue à travailler sur le règlement en ligne des litiges. Donc, la plateforme, notamment à laquelle faisait référence Cléa, s'inspire en fait des travaux qui ont été menés ici depuis les années 90. Donc, en commençant avec le cybertribunal, Ecodir et Resolution qui ont suivi, et la plateforme Parle à laquelle Cléa a travaillé notamment, et je vois plusieurs visages là, dans la salle ici de gens qui ont contribué au projet Parle, qui est une plateforme qui fait finalement tout ce qui a été décrit dans le processus en Colombie-Britannique. Plateforme qui, si tout va bien, sera utilisée dans le cadre d'un projet pilote qui sera peut-être, on l'espère, lancé au Québec. C'était l'idée, c'était l'intention. Malheureusement, avec les coupures qu'on connaît au niveau politique, on a dû mettre de côté ce projet qui est pourtant prévu au Code de procédure civile. Donc, cette disposition, l'article 28 du Code de procédure civile, qui prévoit la possibilité de mettre en place certains projets, a été rédigée notamment pour permettre la mise en place d'un projet de règlement en ligne des litiges pour les litiges de consommation, donc exactement ce que décrivait Cléa, mais au Québec, dans le cadre des activités de la Cour des petites créances, ou plutôt de la division des petites créances de la Cour du Québec. Donc, est-ce que ce projet verra le jour si l'argent nécessaire pour le mettre en place, donc pour moderniser le parc informatique du ministère de la Justice et libérer éventuellement, bien, ce sera peut-être le cas. Donc, cette plateforme Parle, sur laquelle, évidemment, je pourrais passer énormément de temps, mais je vois qu'il me reste 45 secondes, donc je ne le ferai pas. Cette plateforme Parle est utilisée ou pourra être utilisée au Québec. Ceci étant, on continue à la travailler au niveau international. On a signé des ententes en Amérique du Sud, et en Afrique pour utiliser ces technologies sur ces territoires. Donc, on verra où ça nous amènera. Et pour conclure, bien, le futur de la cyberjustice, par où passe-t-il? Au-delà de tout ce que je viens de vous décrire, ça passe nécessairement par les connexions, ce qu'on appelle la technologie mobile dans le jargon. Donc, s'éloigner des ordinateurs, se concentrer sur l'utilisation des tablettes, l'utilisation des téléphones intelligents pour se connecter à ces plateformes. Et l'un des projets que je caresse maintenant depuis quelques années, c'est l'utilisation des hologrammes, donc des technologies holographiques, et comment celles-ci pourront être utilisées dans le cadre d'un procès. Imaginez, il y a quelques années, il y avait le prince Charles qui avait fait une conférence à distance de façon holographique, où si vous êtes un peu plus branché, certains chanteurs populaires qui l'ont fait également, bien, peut-être qu'un jour, on se retrouvera dans le cadre d'une salle d'audience où le juge sera un hologramme, les avocats le seront aussi, chacune des parties, mais tout le monde pourra faire ça de chez soi, économisant temps et argent à chacun des intervenants. Et donc, le futur de la cyberjustice passe peut-être par les technologies holographiques, c'est ce qu'on verra, et je suis resté à l'intérieur de mon 12 minutes. Merci. Bon matin tout le monde. Je vais sortir. Je n'ai absolument aucun contenu à vous délivrer ce matin. C'est d'abord un très beau moment pour moi parce que c'est la célébration de plusieurs amitiés, des amitiés de longue date, des amitiés qui se tissent au gré des carrières de chacun, des étudiants qui deviennent chercheurs, des chercheurs qui deviennent professeurs.
Et pour moi, c'est très important de garder ce maillage affectif avec nos collègues et collaborateurs. Donc je trouve qu'il y a une dimension regroupement qui est une dimension sociale qu'il faut chérir et qui nous appartient de maintenir. Alors, l'exercice auquel je me suis donné, la mission que je me suis donnée avec vous ce matin, c'est de vous montrer une pensée émergente, ou en tout cas d'ouvrir mes quelques neurones à l'expérience suivante, qui est de vous amener à la naissance d'un projet et de voir comment le regroupement peut être une plateforme et le lieu pour penser ce projet. Et c'est dans les moments où votre cerveau est le plus détendu, le moins tendu, le moins à propos, que naissent les imaginations et les intuitions les plus porteuses. Alors, lorsque j'ai eu le message d'invitation pour cet événement, le mot qui m'est venu tout de suite, c'est absolument pas un de mes projets de recherche à l'époque, c'était obsolescence. Et juste une intuition, et je vous amène dans cette intuition, et je vais vous essayer de vous montrer comment le regroupement, en fait, notre communauté peut être amenée à travailler ensemble sur des véhicules qui sont finalement des mots, et ces mots deviennent notions, ces notions deviennent concepts, et ces concepts deviennent programmes de recherche. Donc le mot qui a jailli dans mon esprit au moment de l'invitation, c'est obsolescence. Et obsolescence peut être pensée de différentes manières. On va d'abord regarder dans les différentes définitions, le Larousse ou autre, le Webster. Et tomber, c'est ce qui tombe dans des études, sortir de l'usage, perdre de sa valeur. L'obsolescence est le fait de devenir obsolète. C'est une évolution qui tend à rendre quelque chose périmé. On a des synonymes, des études, péremption, vieillissement, et puis on a tout de suite un lien avec le progrès technologique. C'est finalement, dans une appréciation assez simple, c'est le fait que le produit arrête de remplir ses fonctions parce que technologiquement, il est contraint. Il y a une contingence qui est bâtie soit dans la matière, soit dans le logiciel qui l'anime, etc. Et tout de suite, l'intuition auquel j'ai été mené, c'est encore une fois dans les thèmes qui nous occupent, qui nous intéressent ce matin, c'est droit et technologie. Et je voudrais faire écho à la position, ou en tout cas de nombreuses discussions que j'ai eues avec mon collègue Richard Yanda. Je suis de plus en plus mal à l'aise avec la juxtaposition de droit et technologie. Je suis de plus en plus convaincu qu'en réalité le droit est technologie et qu'en réalité ce que l'on pense être l'objet de nos réflexions n'est qu'un prolongement de l'organisation et de nos ordonnances juridiques, mais dans une transposition dans le monde physique. Donc pour moi, le droit est technologie. Et passant de droit et technologie, je me suis rendu compte en fait que les liens de langage que l'on peut faire peuvent nous amener sur le thème de l'obsolescence très loin dans la réflexion. Donc si on a l'idée de l'obsolescence du bien ou l'obsolescence des produits, si je passe obsolescence des biens, la notion des biens est définie en droit des biens, en droit de la propriété comme étant un droit. Le bien, les biens sont les droits. Tout d'un coup, on a un clivage qui n'existe plus, c'est-à-dire que l'obsolescence des biens peut être tout de suite vue comme l'obsolescence des droits. Et tout d'un coup, on n'a plus de frontière entre l'objet et le droit, c'est-à-dire notre matière à nous. Si on va dans l'obsolescence du droit, tout de suite, on a le temps et le droit, le thème principal que l'obsolescence fait naître. Et des mots encore jaillissent, prescription, retard, silence, lacune, law lags, absence, abrogation, révision, terme, c'est-à-dire la portance dans le temps de tous les mécanismes juridiques qui nous intéressent. Et puis du côté des biens, si cette fois-ci on part sur l'objectivation de la réflexion, c'est-à-dire les objets que l'on utilise, eh bien on s'aperçoit que leur durée de vie est de plus en plus écourtée et qu'en réalité il y a quelque chose d'assez perturbant. L'objet ne répond plus à nos attentes, l'objet ne répond plus à notre volonté. Or, la volonté, c'est le construit des biens. C'est parce qu'on a vu dans la possibilité de l'objet de suivre nos propres aspirations, nos propres désirs, nos propres utilisations, que la chose est devenue bien.
Le langage du droit a construit la notion de bien. C'est comme ça qu'on explique le passage de la chose à la notion de bien. Plus on va dans cette réflexion, les biens qui ne répondent plus aux fonctions qui leur sont attribuées et ceux pour lesquels on les a acquis, plus on en arrive à imaginer un monde dans lequel ces biens qui ne remplissent plus leurs fonctions, eh bien, on va essayer de les caractériser, on va essayer de les qualifier. Et c'est là la production de langage du droit. Le regroupement, c'est un lieu de production de langage pour essayer d'expliquer, pour essayer de discuter et d'échanger sur des points qui ne sont pas encore défrichés. Et pourquoi pas, en fait, imaginer avec à côté des res des relictae, à côté des res nullius, à côté des res communis, des res iners. Des biens qui sont inertes, des biens qui reviennent à l'état de choses. De l'état de choses, ils sont passés à l'état de biens. Il nous appartient à nous de décider que de l'état de biens, ils vont revenir choses. Ce discours permet de nous réapproprier un pouvoir énorme à travers le langage. Parce que tout d'un coup, on se plaît à imaginer que ces biens inertes pourront être le siège d'un régime particulier. C'est le régime des déchets, c'est le régime des biens qui ne remplissent plus leurs fonctions et c'est le régime des responsabilités. On peut s'interroger en termes politiques, est-ce que le bien qui redevient chose, sa destination, son utilisation, sa disposition, par exemple la disposition des déchets, eh bien, est-ce qu'on va viser le propriétaire ou est-ce qu'on veut encore que ce soit le propriétaire du bien inerte qui soit responsable du recyclage de cette chose-là? Ou l'État. On vous reprend le bien en faisant une chose et on redonne ce bien-là, votre ordinateur, à une organisation, une institution, à l'État en général, pour que lui-même redevienne propriétaire. Alors il y a tout un faisceau de questions fascinantes à laquelle par laquelle on peut être animé. Un bien est-il toujours un bien lorsqu'il a perdu la fonction pour laquelle il a été acquis? Vous achetez un ordinateur, il ne répond plus. Finalement, vous n'avez plus que la copie en aluminium de votre Apple. Il ne fonctionne plus. Est-ce que c'est toujours un bien? Il a perdu la fonction pour laquelle la volonté qui s'est inscrite dans l'objet le transforme une nouvelle fois en chose. Est-ce que l'arrêt programmé, calculé de votre appareil peut être pensé comme une expropriation privée? Je vous exproprie de la possibilité d'utiliser votre chose. Pourquoi le mécanisme d'expropriation ne permettrait pas de repenser? Le mécanisme d'expropriation est de plus en plus utilisé à la fois dans les domaines de propriété intellectuelle et ailleurs. Il y a aussi quelque chose de très intéressant dans ces divagations sur la notion d'obsolescence, parce que ça nous ramène, il y a presque 20 ans, à la crise du Y2K, la crise de l'an 2000, où ces questions ont été très très mal adressées, mais elles ont été fortement ressenties. Est-ce qu'on va passer à l'étape de l'an 2000? Est-ce que nos systèmes d'exploitation vont survivre au passage avec leur codification binaire? Et il y a un ensemble de jurisprudence de l'époque qui permettent, bien entendu, de penser cette question d'obsolescence à travers le temps, à travers l'épuisement de nos ressources informatiques qui animent nos biens et qui permettent au sujet de droit de se reconnaître dans l'objet qu'il achète. Est-ce que le vol d'un bien inerte est un vol? Est-ce que si le bien n'est plus bien, s'il a été transfiguré par l'absence de fonctionnalité qui lui a été originellement attribuée, est-ce que c'est toujours un bien? Et dans ce cas-là, on peut pousser la réflexion de manière illimitée. Est-ce qu'on peut pas véritablement parler de vol? Il y a de la jurisprudence qui ne concerne absolument pas la matière de l'obsolescence, qui ne concerne absolument pas la propriété intellectuelle, qui sont dans des cadres, par exemple, de litiges entre employés et employeurs, dans les cadres de grief, où on s'est posé la question, où on voit transparaître la difficulté. Est-ce que l'employé qui prend du matériel qui est destiné à la déchetterie, est-ce que c'est un vol? Et on voit en réalité les arbitres, les juges,
avoir une énorme difficulté à qualifier la prise de possession de ces déchets comme étant un vol. Donc, problème de définition qui nous appartient également de pousser plus loin. On voit très bien qu'avec ces notions de res inert, c'est-à-dire de biens inertes, on a tout le paysage illimité du droit de l'environnement. Est-ce que la réflexion sur le bien, sur ce que deviennent ces biens inertes, est-ce que ça ne nous oblige pas à penser finalement le Westlaw, le droit des déchets, comme une composante de la responsabilité sociale qui nous est attachée en tant que chercheurs? Le point donc avec le regroupement ici, là où je vous ai amené, c'est un point où le regroupement est un lieu sûr de réflexion. En fait, je ne maîtrise absolument pas le langage de cette conférence-là. Elle est quasiment, je vous la livre ici comme un acte d'improvisation. Je n'ai pas recherché l'obsolescence, mais le regroupement me donne la possibilité de vous parler en toute sécurité. Et c'est là, à mon avis, l'avantage de maintenir cette association amicale entre nous. C'est un lieu où on ne devrait pas craindre l'imagination. Donc l'imagination, l'inspiration, les défis, bien entendu, et c'est le lieu des mouvements. C'est le lieu du mouvement de la propriété intellectuelle vers le droit de l'environnement. C'est le lieu du mouvement du droit réel vers la philosophie. C'est le lieu du mouvement entre le droit public et le droit privé. C'est le lieu du mouvement entre les différentes cultures qui nous animent, de la culture française à la culture nord-américaine. Donc, c'est véritablement, encore une fois, un lieu, le regroupement, où on a cette plateforme qui nous permet de réunir plusieurs types de cultures et de diversité. Alors, pourquoi je vous disais mouvement de France à Brésil? Eh bien, parce que si on gratte un peu, comme dans n'importe quel domaine, on trouve des incidences législatives sur le terme de l'obsolescence. La loi française qui vient d'être adoptée il y a très peu de temps parle d'obsolescence et condamne l'obsolescence calculée comme étant une infraction punissable d'amende. Le point qui m'intéresse aussi, parce qu'on essayait de changer le dernier terme de droit, changement et gouvernance, ou en tout cas de repenser, j'ai l'impression que l'ensemble des membres du regroupement ont un engagement sérieux envers la société. C'est-à-dire, pourquoi sommes-nous là en tant que chercheurs à imaginer des programmes de recherche qui peuvent paraître parfois inutiles, mais il y a une esthétique dans l'inutilité. Je pense que la recherche est aussi inutile que l'art est indispensable. Et c'est la place, c'est cette place-là qu'il nous faut chérir et continuer à nourrir. Donc il y a dans cette idée de regroupement une idée d'engagement. Il y a un engagement, que ce soit par nos collègues de Laval, de l'Université de Montréal ou de McGill, de redonner à notre collectivité, d'être utile, soit en produisant le langage, soit en imaginant de nouveaux programmes de recherche. Droit, temps, mouvement, réseau, il y a beaucoup d'adjectifs que l'on peut utiliser, de mots pour décrire ce que l'on fait. Celui qui me paraît le moins facile à communiquer, c'est celui d'amitié, des amitiés croisées, mais c'est celui qui me vient le plus à l'esprit lorsque je pense au regroupement. Merci.